lorsque l'éleveur texan Garrett Crawford entra dans sa grange un soir d'octobre 2008, sa femme s'attendait à son retour dans les minutes qui suivirent. Il ne revint jamais. Les recherches massives n'ont rien donné, comme si le vaste désert l'avait tout simplement effacé de la mémoire. Puis, 4 ans plus tard, le chien policier à la retraite d'un jogger de l'après-midi s'est mis à creuser frénétiquement une étrange formation rocheuse, découvrant des indices si étranges qu'ils ont transformé une affaire de disparition en quelque chose de bien plus sinistre. L'appel au bureau du shérif du comté de Brewster est arrivé peu après 21 heures, un mardi d'octobre 2008. La voix au bout du fil était celle de Sarah Crawford, et la tension était telle qu'elle perçait les parasites. Son mari, Garrett Crawford, 58 ans, avait disparu. C'était un fait simple et terrifiant. Il avait quitté leur modeste ranch 2 heures plus tôt, se dirigeant vers la grange principale, située à une centaine de mètres. Il lui avait dit qu'il devait vérifier un cliquetis dans le vieux tracteur John Deere qu'il entretenait depuis près d'une décennie. Il avait dit qu'il reviendrait tout de suite. 2 heures dans l'immensité et l'isolement de l'ouest du Texas peuvent sembler une éternité. Au début, Sarah ne s'était pas inquiétée, Garrett perdait souvent la notion du temps en bricolant des machines, sa concentration étant absolue. Mais lorsque le soleil disparut à l'horizon, peignant le paysage accidenté de nuances orange et violettes avant de le plonger dans une obscurité inquiétante, une boule d'angoisse commença à lui nouer l'estomac. Elle l'avait appelé depuis le porche, sa voix étouffée par l'immensité de l'espace. Pour seule réponse, le chant des grillons et le beuglement lointain du bétail. Elle se dirigea vers son camion, un Ford F-150 poussiéreux qui lui était aussi cher que ses bottes usées. La portière conducteur était déverrouillée. Sur le siège passager, ses clés reposaient à côté d'une petite pile de reçus du magasin d'alimentation animale. Son portefeuille n'était pas là, mais il n'était pas rare qu'il le laisse à la maison. La vue des clés, cependant, lui fit froid dans le dos, Garrett ne se déplaçait jamais sans son camion. C'était son bureau, son moyen de transport, son lien avec le monde extérieur. Le voir là, silencieux et vide, lui causait un profond malaise. Après une nouvelle inspection frénétique de la maison et du jardin, elle passa l'appel. Un adjoint solitaire, un jeune homme nommé Rick Ortega, arriva 40 minutes plus tard, les phares de sa voiture de patrouille balayant l'allée poussiéreuse. Le ranch Crawford était isolé, à des kilomètres de là, sur un chemin de gravier qui bifurquait vers une route secondaire. C'était le genre d'endroit où les voisins étaient des figures lointaines et où l'autonomie était un credo. Alors qu'Ortega sortait de sa voiture, l'immense ciel étoilé et le profond silence de la nuit soulignaient l'isolement de la propriété. Sarah et son fils aîné, Ben, l'accueillirent sur le porche. Ortega écouta patiemment Sarah raconter les événements de la soirée, d'une voix tremblante mais claire. Il apprit que Garrett était un homme routinier, un éleveur de 3e génération dont la vie entière était rythmée par les saisons et les besoins de son bétail. Il ne buvait pas. On ne lui connaissait pas d'ennemis et il n'avait jamais disparu. Tous trois se dirigèrent vers la grange, leurs lampes torchées traçant des cônes de lumière dans l'obscurité. La grande porte coulissante était entr'ouverte, telle que Garrett l'avait laissée. À l'intérieur, l'air était chargé des odeurs familières de foin, de terre et d'huile de moteur. Une simple ampoule nue, suspendue à une poutre, projetait de longues ombres déformées sur l'espace caverneux. La grange était encombrée mais organisée, un espace de travail rempli d'outils, de sacs de nourriture et d'équipements. Il n'y avait aucun signe évident de lutte, pas de bottes de foin renversées, pas de taches de sang dans la terre, pas de signe de sortie paniquée. L'adjoint Ortega mena une fouille méthodique. Près de l'avant de l'imposant tracteur vert, il trouva une lourde clé mixte posée sur le sol en terre battue. Elle se trouvait juste sous le bloc moteur, comme si elle avait été lâchée en plein milieu d'une tâche. C'était la seule chose qui semblait déplacée. Cela suggérait une interruption ou l'arrêt brutal d'une tâche simple et banale. Un homme qui réparait son tracteur s'était tout simplement volatilisé. De retour dans l'atmosphère lumineuse et stérile de la cuisine familiale, Ortega recueillit leurs déclarations officielles. Sarah et Ben décrivirent un homme croulant sous une pression immense, le ranch, leur héritage, était en ruine. Une sécheresse de plusieurs années avait décimé leurs troupeaux et les prix des matières premières étaient bas.
Ils avouèrent que Garrett était devenu silencieux et renfermé depuis 1 an. Le poids d'une saisie immobilière potentielle pesait constamment sur la maison. Pourtant, ils étaient catégoriques, ils ne partiraient pas comme ça. Abandonner le ranch, la terre que son grand-père avait labourée et que son père avait bâtie, était impensable. C'était trahir tout ce que Garrett représentait. Alors que minuit sonnait, sans aucun signe de Garrett et sans preuve d'acte criminel, l'adjoint Ortega n'eut d'autre choix que de communiquer les détails par radio. Garrett Crawford fut officiellement porté disparu. L'évaluation initiale fondée sur les preuves, ou plutôt leur absence, était que l'éleveur avait peut-être finalement succombé au stress financier écrasant et s'était retiré. C'était une théorie logique, mais pour les 2 personnes assises dans la cuisine silencieuse, cela ressemblait à un rejet de l'homme qu'ils connaissaient. Ils savaient que quelque chose de terrible s'était produit. Ils ne pouvaient simplement pas le prouver. À l'aube, le lendemain de la disparition de Garrett Crawford, l'ampleur de la réaction officielle devint évidente. Le ranch Crawford, autrefois un lieu de solitude paisible, se transforma en un centre de commandement animé. Le bureau du shérif du comté de Brewster, renforcé par les Texas Rangers et un flot de bénévoles, établit un périmètre de sécurité. Les premières recherches furent une formidable démonstration de solidarité et de sens du devoir. Les éleveurs voisins, des hommes dont le visage était marqué par le même soleil et la même inquiétude que celui de Garrett, arrivèrent à cheval. Leur familiarité avec le terrain accidenté se révéla un atout précieux. Ils se déployèrent en ligne disciplinée, scrutant du regard les ravins, les forêts de mesquite et les affleurements rocheux qui définissaient le paysage. Le terrain lui-même était le principal adversaire. C'était un vaste et impitoyable tableau de roches, de sable et de broussailles épineuses. On pouvait facilement s'y perdre, tomber dans un ravin ou être mordu par un serpent à sonnette. Chaque ombre semblait receler une possibilité, chaque grotte, un lieu de repos potentiel. Un hélicoptère d'un service régional de police sillonnait le ciel, son équipage utilisant l'imagerie thermique à la recherche d'une signature thermique, d'un signe de vie. Mais les heures se succédaient sans qu'aucune découverte ne soit faite. Les chercheurs ont trouvé des traces de cerfs, des tanières de coyotés, de temps à autre, une canette de bière abandonnée datant de plusieurs décennies. Mais de Garrett Crawford, il ne restait rien, pas une empreinte de pas, pas un morceau de tissu déchiré, pas le moindre indice permettant de savoir où il avait pu aller ou quel sort lui était réservé. Pendant ce temps, les chercheurs ratissaient chaque centimètre carré de sa propriété et des terres adjacentes, élargissant leur grille de jour en jour. Pourtant, la terre semblait l'avoir englouti tout entier. Pendant que les recherches se poursuivaient, l'enquête incombait à l'inspecteur Miles Corbin, un vétéran de 20 ans de service. Homme méthodique et pragmatique, Corbin était convaincu que la plupart des mystères se résolvaient non pas par des éclairs de génie, mais par une accumulation patiente d'informations. Il avait déjà vu des hommes craquer sous la pression, et l'histoire de la ruine financière de Garrett lui était familière. Muni d'un mandat dûment signé, Corbin et un jeune détective entamèrent un examen minutieux de la situation financière de Garrett Crawford. La situation était pire que ce que la famille avait laissé entendre. Les documents trahissaient un désespoir discret, de multiples prêts, une deuxième hypothèque sur la propriété et une pile de lettres de plus en plus menaçantes de la banque. Le langage utilisé était passé des rappels polis à des avis d'intention de saisie, marqués d'un tampon rouge. Pour Corbin, c'était une motivation puissante. Il voyait un homme fier, le patriarche d'une famille et le gardien d'un héritage ancestral confronté à l'échec ultime. La honte, pensa-t-il, pouvait être insupportable. La théorie selon laquelle Garrett avait simplement abandonné, incapable d'affronter sa famille et la perte de tout ce pour quoi il avait travaillé, passa du statut de simple possibilité à celui d'hypothèse principale de Corbin. C'était clair. C'était logique. Cela correspondait au schéma des cas similaires qu'il avait étudiés. L'enquête devait cependant explorer toutes les pistes. Une enquête de routine auprès des commerces locaux a révélé une piste prometteuse, quoique volatile. Un employé d'un magasin de fournitures agricoles d'Alpine se souvenait d'une vive dispute entre Garrett et le représentant itinérant du magasin, un certain Dalroy. Une semaine seulement avant la disparition,
l'employé avait déclaré avoir entendu des voix s'élever en coulisses. Garrett accusait Roe de pratiquer des prix abusifs, et Roe menaçait de lui couper complètement son crédit. Les mots « vous le regretterez » auraient été prononcés, mais l'employé ignorait qui les avait prononcés. Roe fut convoqué pour interrogatoire. C'était un homme corpulent d'une quarantaine d'années, transpirant sous la lumière crue de la salle d'interrogatoire. Il admit volontiers la dispute, expliquant que Garrett était un bon client depuis des années, mais que son compte était gravement en souffrance. La confrontation était, selon lui, regrettable mais nécessaire. Il était nerveux, mais son récit était cohérent. Plus important encore, son alibi était solide. La nuit de la disparition de Garrett, Dal Roe se trouvait à plus de 300 km de là, à San Angelo, pour assister à la pièce de théâtre de sa fille. Il a fourni un programme avec le nom de sa fille dans la distribution et une liste d'une douzaine de membres de sa famille pouvant corroborer sa présence. La piste s'est évaporée aussi vite qu'elle était apparue, une impasse. Les semaines se sont transformées en un mois. Les recherches à grande échelle ont été réduites, mais les bénévoles et les familles ont continué à chercher dès qu'ils le pouvaient. Puis, une lueur d'espoir est apparue grâce à un appel téléphonique. La caissière d'une aire de repos ouverte 24h24 sur l'île 10, à près de 240 km à l'est, a rapporté avoir vu un homme correspondant à la description de Garrett. Elle a dit qu'il était arrivé 2 jours après la diffusion de la disparition aux informations régionales. Il avait l'air hagard et amaigri, se souvient-elle, avec une profonde tristesse dans le regard. Il a acheté un café noir et un journal, a payé en espèces et a regardé par la fenêtre pendant près d'1 heure avant de repartir à pied. L'espoir de la famille s'est envolé. C'était la première possibilité tangible que Garrett soit en vie. L'inspecteur Corbin et l'adjoint Ortega ont parcouru les 3 heures de route jusqu'au relais routier. La caissière a répété son histoire avec conviction. Mais la preuve cruciale était la vidéo de surveillance. Ils se sont rassemblés autour d'un petit écran dans l'arrière-boutique pendant que le directeur diffusait la vidéo. La qualité était médiocre, un flot flou de silhouettes en noir et blanc. L'homme en question ressemblait vaguement à Garrett, même taille, même corpulence, même teint buriné, mais son visage était constamment obscurci par l'ombre et la faible résolution de l'appareil photo. Impossible de l'identifier avec certitude. La lueur d'espoir était éteinte par le bruit numérique. Alors que l'enquête s'essoufflait, Sarah Crawford fit une découverte qui remettait en cause le cœur de la théorie de l'inspecteur Corbin. Alors qu'elle fouillait la montagne de paperasse sur le bureau encombré de Garrett à la recherche d'une police d'assurance, ses doigts effleurèrent une enveloppe de format professionnel, glissée dans un registre. À l'intérieur se trouvait un chèque d'une maison de vente aux enchères de bétail, libellé à l'ordre de Garrett Crawford, d'un montant de $17 450, en paiement d'un petit troupeau qu'il avait vendu 6 semaines auparavant. Le chèque n'avait pas été encaissé. Elle l'a immédiatement porté au bureau du shérif et l'a présenté à Corbin. Son argument était simple et convaincant: pourquoi un homme fuyant ses dettes laisserait-il derrière lui près de $18 000 ? C'était suffisant pour tenir la banque à distance pendant quelques mois supplémentaires, le temps de leur redonner espoir. Pour la première fois, Corbin sentit une lueur de doute dans sa propre théorie. Un homme fuyant en panique pouvait oublier son portefeuille, mais oublierait-il un chèque de cette taille ? Il consigna le chèque comme pièce à conviction, mais il n'indiquait aucun autre suspect. C'était simplement une pièce du puzzle qui ne collait pas, une anomalie dans un récit pourtant simple. Au printemps 2009, 6 mois après que Garrett Crawford fut entré dans sa grange et n'en fut jamais revenu, l'affaire était tombée à l'eau. Il n'y avait plus de nouvelles pistes, plus d'observations, plus de preuves. Le téléphone avait cessé de sonner. Les recherches officielles étaient officiellement suspendues. Le dossier, rempli de transcriptions d'entretiens, de rapports financiers et de pistes sans issue, fut placé dans un classeur métallique de la salle des archives. Il côtoyait des dizaines d'autres affaires non résolues. D'autres vies interrompues. D'autres familles laissées dans un état de deuil suspendu. Pour le public et pour la justice, la recherche de Garrett Crawford était terminée. Pour sa famille, l'attente silencieuse et angoissante ne faisait que commencer.
Le premier anniversaire de la disparition de Gareth Crawford s'est déroulé dans la sérénité des funérailles d'un homme dont la mort n'avait pas été confirmée. Le West Texas Chronicle, un journal régional, a publié un court article en page intérieure. Le titre était simple, 1 an après, la disparition du rancher reste un mystère. L'article était un résumé concis et dénué de passion de l'affaire. Il relatait l'appel initial d'une épouse affolée, les recherches massives mais infructueuses, et la théorie persistante d'un homme criblé de dettes. L'article incluait une photo de Gareth prise quelques années auparavant, la même que la famille avait fournie au bureau du shérif où il souriait, appuyé contre un poteau de clôture, ressemblant en tout point au rancher stoïque et compétent qu'il avait été. Pour le grand public, cette histoire fut le souvenir sombre et fugace d'une tragédie locale. Pour la famille Crawford, ce fut la confirmation publique de leur incertitude personnelle, un témoignage imprimé de leurs questions sans réponse. Les pressions financières qui hantaient Gareth ne disparurent pas avec lui. Elles pesèrent lourdement sur les épaules de Sarah et de leur fils, Ben. La gestion quotidienne du ranch était un véritable calvaire. Les clôtures avaient encore besoin d'être réparées, le bétail avait encore besoin d'être nourri, et les factures continuaient d'arriver avec une régularité impitoyable. Ben, qui avait prévu d'intégrer une école d'agriculture, reporta ses projets indéfiniment, comblant ainsi le vide immense laissé par son père. Il travailla du matin au soir, son énergie juvénile lentement érodée par l'ampleur du travail et l'angoisse constante de leur situation financière. Sarah a dû affronter le cauchemar bureaucratique du statut juridique de son mari. Il n'était pas mort, elle ne pouvait donc pas faire valoir ses droits à l'assurance vie. Il était absent, elle ne pouvait donc pas prendre de décisions financières importantes sans une procuration qu'elle n'avait pas. Le ranch perdait de l'argent et la patience de la banque commençait à s'amenuiser. Après une nouvelle année de galère vendant du bétail à perte et réparant son matériel avec du fil de fer et de l'espoir, Sarah fut contrainte de prendre une décision qui lui sembla trahir son père. Elle rencontra un représentant d'une grande entreprise agricole de Dallas. Dans un bureau stérile qui sentait la moquette neuve et l'ambition, elle signa les papiers pour vendre une parcelle de 240 hectares dans le pâturage nord, la terre même que le grand-père de Gareth avait initialement revendiquée. L'argent de la vente était une bouée de sauvetage temporaire, suffisante pour régler les dettes immédiates et empêcher la banque de saisir la maison principale et le reste de la propriété. Mais en regardant les géomètres planter des piquets dans le sol, marquant la nouvelle limite, elle avait l'impression de vendre des morceaux de Gareth lui-même. Dans le monde numérique, le mystère de Gareth Crawford vacillait. Sur les forums internet consacrés aux mystères non résolus et aux disparitions, son histoire devenait l'objet de spéculations désinvoltes. Des utilisateurs anonymes décortiquaient les rares faits connus. Les théories proliféraient en l'absence de preuves. Certains ont avancé l'explication la plus simple, Gareth avait marché dans le désert et avait succombé aux éléments, ses restes dispersés par les coyotes et blanchis par le soleil, à jamais perdus dans l'immensité du paysage. D'autres ont inventé des histoires plus élaborées. Ils ont débattu de la signification du chèque non encaissé, suggérant qu'il s'agissait d'une fourberie ou une diversion délibérée. Ils ont réexaminé la confrontation avec le vendeur d'Alroé, remettant en question son alibi. Était-il possible qu'il ait engagé quelqu'un? Une théorie plus répandue, compte tenu de la proximité du ranch avec la frontière, voulait que Gareth soit tombé sur quelque chose qu'il n'était pas censé voir, d'un trafic de drogue, une réserve de contrebande, et qu'il ait été réduit au silence. Ces conversations, cependant, furent éphémères. Sans nouvelles informations pour alimenter le feu, les discussions s'enlisèrent, remplacées par des affaires plus récentes et plus sensationnelles. Pour les détectives en ligne, Gareth Crawford était une énigme. Pour sa famille, il était un membre fantôme, une douleur là où se trouvaient autrefois un mari et un père. Les moments les plus cruels étaient ces lueurs de faux espoirs. Près de 3 ans après la disparition de Gareth, Sarah reçut un appel du cousin de Sarah, du sud de l'Oklahoma. Elle était essoufflée d'excitation, persuadée d'avoir aperçu Gareth dans un restaurant du coin. La description était parfaite, insista-t-elle, même taille, même démarche, même façon de tenir sa tasse de café. Pendant quelques jours frénétiques, la maison des Crawford était envahie d'une nervosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années.
Sarah et Ben s'autorisèrent un brin de confiance. Ils contactèrent le shérif local de l'Oklahoma, qui accepta de faire un suivi. L'attente du retour d'appel fut interminable. Quand la nouvelle arriva enfin, elle fut annoncée avec une douceur irrévocable. L'homme au restaurant était un ouvrier pétrolier retraité qui vivait dans la région depuis 40 ans. Il s'agissait d'une erreur sur la personne. Le silence qui suivit l'appel fut plus pesant que jamais. Ce bref regain d'espoir rendit le choc ultérieur avec la réalité d'autant plus brutale. C'était une leçon sur la cruauté de vouloir croire. À l'automne 2012, 4 ans s'étaient écoulés. Le mystère Garrett Crawford avait disparu de la mémoire collective, devenant un élément du folklore local ou une anecdote édifiante murmurée parmi les éleveurs. Le dossier du bureau du shérif était recouvert d'une épaisse couche de poussière. L'inspecteur Miles Corbin était à 1 an de sa retraite, et l'affaire Crawford était l'un des rares dossiers non résolus dont il savait qu'il serait transmis à son successeur. Le monde avait évolué. ChatGPT a dit. Pour la famille Crawford, cependant, le temps n'avait pas guéri la blessure. Il l'avait simplement transformée. Le chagrin aigu et lancinant des premiers jours s'était transformé en une douleur chronique et sourde. La vie était désormais définie par l'absence. Il y avait une chaise vide à table, un ensemble d'outils dans la grange que personne ne touchait, un silence le soir jamais vraiment confortable. Sarah avait appris à vivre avec le fantôme de son mari ou une présence constante dans une maison qui semblait trop grande et trop vide. Ben était devenu un homme, son visage portait désormais les mêmes traits d'inquiétude qui avaient marqué celui de son père. Il ne parlait plus de Garrett au futur. La question n'était plus, quand reviendra-t-il, mais, saurons-nous un jour ce qui s'est passé? À l'approche du 4e anniversaire, il semblait presque certain que l'impitoyable désert texan garderait son secret à jamais. Au printemps 2012, 4 ans après que la disparition de Garrett Crawford se soit ancrée dans la froideur d'une affaire non résolue, une femme nommée Maria Sanchez faisait ce qu'elle faisait 3 fois par semaine, du jogging. Son itinéraire était un sentier poussiéreux et brûlé par le soleil qui serpentait à travers une étendue de désert appartenant à l'État, à plusieurs kilomètres du vieux ranch Crawford. C'était un paysage d'une beauté austère et d'un profond vide, où le silence n'était rompu que par le vent et le crissement de ses chaussures de course sur le sol graveleux. Elle n'était pas seule. À ses côtés trottinait fidèlement Buster, un beau berger allemand qu'elle avait adopté auprès d'un organisme de sauvetage 1 an plus tôt. Buster n'était pas qu'un animal de compagnie, c'était un professionnel à la retraite. Pendant 7 ans, il avait servi comme agent canin au sein des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, spécialement formé à la détection de restes humains. Leur routine était toujours la même. Il courait 3 kilomètres Maria absorbée par le rythme de sa respiration et l'immensité du ciel, Buster trottinant d'un air satisfait, son nez frémissant parfois à l'odeur d'un lièvre ou d'un coyote. Ce mardi après-midi-là, sous le soleil implacable du Texas, la routine vola en éclats. Après environ 2 kilomètres, Buster s'arrêta net. Ses oreilles s'aplatirent, son corps se tendit et un gémissement sourd jaillit du plus profond de sa poitrine. Maria ralentit et s'approcha en l'appelant, mais il l'ignora. Son attention était rivée sur un petit groupe de rochers et de buissons de créosote, sans intérêt, à une 50aine de mètres du sentier. Avant que Maria puisse réagir, Buster s'élança, agissant avec une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une intensité concentrée et déstabilisante. Il courut droit au pied d'une grande dalle de grès plate, un rocher qui, à y regarder de plus près, semblait étrangement positionné, comme s'il ne s'était pas posé là naturellement, mais avait été placé. Buster se mit à aboyer non pas ses jappements joueurs habituels, mais une série d'aboiements frénétiques et insistants, à pleine voix. Il frappa le sol du pied, creusant furieusement, projetant des gerbes de terre et de cailloux dans les airs. Une terreur glaciale envahit Maria. Elle connaissait l'histoire de Buster. Elle savait ce que signifiait son entraînement. Elle s'approcha prudemment, l'appelant à nouveau, mais il était absorbé par sa tâche, son instinct prenant le pas sur des années de vie domestique. L'endroit sentait la poussière et la végétation sèche, rien d'extraordinaire pour elle. Mais le comportement frénétique de Buster était indéniable. Il était alarmant. L'esprit de Maria s'emballa.
Ce pourrait être une carcasse d'animal, se dit-elle. Mais elle l'avait déjà vu tomber sur des animaux morts. Il reniflait avec curiosité et s'en allait. C'était différent. C'était le comportement d'un chien qui a trouvé ce pourquoi il était dressé. Son cœur battait fort. Seul dans l'immense silence du désert, son chien creusant une tombe potentielle, elle ressentait un profond et terrifiant sentiment d'isolement. Après plusieurs minutes d'indécision paniquée, elle sortit son téléphone portable. Ses mains tremblaient lorsqu'elle composa le 911. Le répartiteur au bout du fil était professionnel, mais visiblement sceptique. Maria fit de son mieux pour expliquer la situation, la voix crispée par l'anxiété. « Mon chien, un chien de chasse à la retraite, » répéta-t-elle pour donner du crédit à son histoire, est dressé pour ça. Il donne l'alerte près d'un gros rocher, près de l'ancien sentier Junipé. Le répartiteur a pris note des informations, a promis d'enregistrer l'appel et a indiqué qu'ils essaieraient de faire vérifier les lieux par une unité dès qu'une unité serait disponible. Le ton évasif a laissé Maria perplexe et déstabilisée. Elle a réussi à attacher Buster, toujours pleurnichard, et à retourner à sa voiture. L'image des fouilles frénétiques lui est restée gravée dans la mémoire. Plus tard dans l'après-midi, un adjoint du shérif du comté de Brewster, un jeune homme en poste depuis à peine un an, fut dépêché sur place pour vérifier l'état de la femme au chien fou. Il conduisit sa voiture de patrouille jusqu'au début du sentier et parcourut le reste du chemin à pied, la chaleur de l'après-midi irradiant le sol. Il s'attendait à ne rien trouver ou une nouvelle chasse aux oies sauvages après une longue journée de travail. Il trouva l'amas de rochers décrit par Maria et vit la terre remuer là où Buster creusait. Il allait l'ignorer lorsqu'il remarqua quelque chose de subtil, le sol directement autour de la base du bloc de grès était plus meuble, plus sombre et moins compact que le terrain environnant, durci par le soleil. On aurait dit qu'il avait été retourné à un moment donné, mais pas récemment. Il se souvint des notes du répartiteur concernant les antécédents du chien. Même si cela semblait encore improbable, le protocole était le protocole. Il s'agenouilla et examina la zone de plus près. Il ne voyait rien, mais l'emplacement du rocher lui semblait toujours inapproprié, il était trop plat, trop bien placé pour couvrir la parcelle de terre remuée. Un frisson de malaise le parcourut. Il se leva, prit une grande inspiration et appela. Il demanda une petite équipe médico-légale. Il se ferait peut-être réprimander plus tard pour avoir gaspillé des ressources, mais il préférait recevoir la réprimande d'un sergent plutôt que d'être celui qui ignore un lieu de sépulture potentiel. En moins de 2 heures, une petite équipe arriva dans une camionnette du comté. Aguerris, ils affichaient une expression impassible. Ils photographièrent la scène, prélevèrent des échantillons de sol, puis, à l'aide de lourds leviers et d'un treuil, commencèrent à écarter l'énorme dalle de grès. Celle-ci se déplaça avec un grincement de protestation, raclant les rochers plus petits en dessous. En se déplaçant, le rocher révéla ce qu'il cachait, une fosse oblongue et peu profonde d'environ 1,20 m de long sur 60 cm de large. Il y eut une inspiration collective. La fosse ne contenait pas de corps, du moins, pas de corps visible. À la place, on y trouvait un amas soigneusement disposé de ce qui ressemblait à des vêtements d'homme. Le tissu était délavé et raidi par la terre, mais les vêtements étaient distincts. Un enquêteur, portant des gants noirs en neutro, fouilla prudemment dans la fosse. Il en sortit d'abord une veste en toile marron usée, à la texture rugueuse et cassante. Dessous se trouvait un jean soigneusement plié et une chemise claire. C'était un arrangement étrange, presque cérémoniel. Puis il le vit. En soulevant la veste, il découvrit la pièce maîtresse de cette étrange cachette, l'objet qui allait transformer cette étrange découverte en une énigme obsédante. Sur la chemise pliée reposait la carapace pâle et décolorée d'une grande tortue du désert. Elle était vieille, les écailles de sa carapace étaient clairement définies. Enroulée autour d'elle, la maintenant en place comme une ceinture grotesque, plusieurs bandes de ruban adhésif gris argenté la maintenaient en place. Le ruban adhésif ne maintenait pas seulement la carapace. Il fixait quelque chose à son sommet, un chapeau de cow-boy. Taché et déformé par son séjour sous terre, et avec un petit trou percé à la calotte, il s'agissait sans aucun doute d'un chapeau de cow-boy fixé à une carapace de tortue avec du ruban adhésif,
enterré avec les vêtements d'un homme au milieu du désert. La scène resta silencieuse un instant, tandis que les enquêteurs observaient l'objet, symbole d'un rituel mystérieux et inconnu. Les objets étaient méticuleusement documentés, photographiés sous tous les angles et soigneusement emballés comme preuve. De retour au bureau du shérif, l'étrange collection fut disposée sur une table stérile dans la salle d'épreuves. Les photos furent téléchargées dans le système du comté. Lorsque l'inspecteur Miles Corbin reçut l'appel, il était à son bureau, occupé à trier les papiers nécessaires à sa retraite imminente. Il était fatigué, impatient de vivre une vie de pêcheur et oubliait les pires horreurs que les gens pouvaient infliger les uns aux autres. Le jeune adjoint au téléphone lui décrivit la découverte, et l'étrangeté de celle-ci piqua la curiosité de Corbin. Il afficha les photos des preuves sur son écran. Il fixa la première image, la veste en toile marron. Elle lui était familière. Il passa à la photo suivante, celle du chapeau. C'était un chapeau beige clair de style résistol, assez courant dans cette région du Texas. Mais il y avait quelque chose dans sa forme particulière, le pli sur la calotte. Il ressentit une décharge, une poussée d'adrénaline qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il repoussa sa chaise et traversa le couloir jusqu'à la salle des archives, sortant la clé de sa poche. Il déverrouilla la grande armoire métallique intitulée « Affaires non résolues » et feuilleta les dossiers suspendus jusqu'à ce qu'il trouve celui qu'il cherchait, Crawford Garrett. Il sortit l'épais dossier et l'ouvrit sur une table voisine. La première chose qu'il vit fut la fiche de la personne disparue de 2008. Garrett Crawford y était, un léger sourire aux lèvres, adossé à une clôture. Il portait la même veste marron. Sur sa tête, le même chapeau de cow-boy beige clair. Le sang de Corbin se glaça. Son regard passa de la photo du dossier à l'image sur son écran d'ordinateur. C'était une correspondance parfaite. Après 4 ans de silence, le désert avait enfin livré son secret. L'affaire Garrett Crawford n'était plus froide. Elle était active. Elle était étrange. Et il s'agissait désormais, sans l'ombre d'un doute, d'une enquête pour homicide. Informer les proches est la tâche la plus lourde à laquelle un agent des forces de l'ordre doit faire face. Pour l'inspecteur Miles Corbin, parcourant la route de gravier familière menant au ranch Crawford, le poids semblait plus lourd que jamais. Il ne se contentait pas d'annoncer un décès, il éteignait 4 années d'un espoir douloureux et vacillant. Il trouva Sarah Crawford sur le porche, les mains s'occupant d'un pot de géranium. Elle leva les yeux à l'approche de sa voiture, une interrogation dans le regard. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Corbin n'avait pas apporté les preuves, les objets étaient trop macabres, trop personnels. Au lieu de cela, il s'assit avec elle à la table de la cuisine où le cauchemar avait commencé, et il disposa une série de photographies haute résolution. Il commença par la veste, puis par le jean. La respiration de Sarah s'accéléra, un petit bruit sec dans la pièce silencieuse. Elle hocha lentement la tête, le visage blême. Lorsqu'il lui montra la photo du chapeau taché et déformé, mais indéniablement celui de Garrett, son sang-froid finit par se briser. Une larme se fraya un chemin sur sa joue à travers la poussière d'une longue journée. Elle confirma qu'il s'agissait bien de ses vêtements, ceux qu'il portait le jour de sa disparition. Le dernier espoir désespéré qu'il soit simplement parti pour commencer une nouvelle vie ou une théorie douloureuse mais tenable à laquelle elle s'était secrètement accrochée s'était envolée. À sa place, la certitude froide et dure d'une fin violente. L'enquête était désormais officiellement un homicide, et Sarah Crawford était officiellement veuve. De retour au bureau du shérif, l'équipe d'enquêteurs était obsédée par l'élément le plus étrange de la découverte, la carapace de tortue. C'était la pièce maîtresse du crime, un acte symbolique délibéré qui exigeait une interprétation. Les premières séances de brainstorming restèrent sans suite. Les théories allaient d'un groupe occulte local à un tueur solitaire et dérangé, doté d'une signature psychotique personnelle. Cela semblait trop rituel pour être aléatoire, mais trop spécifique pour correspondre à un schéma criminel connu. C'est l'inspecteur Corbin, en exhumant un souvenir d'une réunion d'information de la brigade frontalière il y a des années, qui a eu la révélation.
Il se souvenait d'un agent de la DEA parlant de l'étrange langage symbolique utilisé par les cartels de la drogue, un monde de règles tacites et de messages brutaux. Sur un coup de tête, il appela un agent de liaison de la DEA basé à El Paso. Cet agent, l'agent Suarez, accepta de regarder les photos. Lorsque Corbin décrivit la scène au téléphone où le chapeau de cow-boy scotché à une carapace de tortue, il y eut un long silence à l'autre bout du fil. La voix de Suarez était grave lorsqu'il parla enfin. Il a expliqué que dans le lexique de la narcoculture, en particulier parmi les groupes de contrebandiers plus anciens et plus traditionnels, la tortue est un animal qui se cache dans sa carapace lorsqu'il est menacé ou est un symbole puissant. Elle représente un rat, un mouchard, un informateur ou quelqu'un qui parle à la police. Le message était clair et glaçant, voilà ce qui arrive au rat. Cette seule information était la clé qui a permis de résoudre toute l'affaire. C'était comme si les enquêteurs avaient essayé de lire un livre écrit dans une langue étrangère, et que Suarez venait de leur remettre le dictionnaire. La théorie d'un homme fier fuyant ses dettes s'est complètement dissipée, remplacée par un récit bien plus sinistre. Garrett Crawford n'avait pas fui sa vie. Il avait été réduit au silence par une vie secrète. Avec ce nouvel éclairage terrifiant, l'équipe de l'inspecteur Corbin a rouvert les dossiers financiers de Garrett. La première fois, il n'avait vu que ce à quoi il s'attendait, des dettes et du désespoir. Maintenant, il cherchait autre chose, des revenus inexpliqués. Ils ont épluché minutieusement 4 années de relevés bancaires, d'historiques de transactions et de bordereaux de dépôt. Et ils ont trouvé la vérité. Parmi les revenus légitimes et documentés provenant de la vente de bétail se trouvaient des dizaines de petits dépôts en espèces irréguliers. Leur montant variait de 5 cents à $2000, effectués à intervalles irréguliers au cours des 8 mois précédant sa disparition. Lors de l'enquête initiale, ces transactions avaient été écartées, les considérant comme de probables ventes officieuses de vaches ou de matériel agricole ou une pratique courante chez les éleveurs cherchant à générer des liquidités. Mais, vu sous l'angle du cartel, la situation était accablante. Les dépôts ne correspondaient pas aux saisons des enchères. Ils étaient trop faibles, trop fréquents et trop aléatoires. Cela ressemblait moins à des revenus d'élevage qu'à une série de paiements. Au total, ils atteignaient près de $50 000. Garrett Crawford n'était pas seulement endetté. Il avait été payé par quelqu'un. Cette révélation a galvanisé l'enquête, mais l'a aussi mené à un échec cuisant, les dépôts étaient en espèces, intraçables. La cellule du cartel responsable avait probablement disparu depuis longtemps ou avait changé de direction. Pendant des mois, l'affaire a mijoté avec ces nouvelles informations, mais aucune issue claire n'a émergé. Le déclic est venu de là où il se produit si souvent, l'écosystème tentaculaire est saturé de rumeurs du système carcéral. Dans un pénitencier fédéral situé à plusieurs centaines de kilomètres de là, un détenu nommé Hector Moral purgeant la 3e année d'une peine de 15 ans pour trafic de drogue regardait le journal télévisé du soir. Une chaîne locale diffusait un nouveau reportage sur la « tombe en carapace de tortue », le terme sensationnaliste que les médias avaient donné à l'affaire Crawford. Moral se figea. Il savait ce que cela signifiait. Il savait qui opérait dans cette région du Texas. Risquant 12 années supplémentaires derrière les barreaux, il y vit une opportunité. Il demanda à son avocat de contacter le bureau du procureur du comté de Brewster. Il avait des informations sur un meurtre. Un accord fut prudemment négocié en échange d'une éventuelle réduction de peine et d'un transfert vers un établissement plus sûr. Morales accepta de discuter. L'inspecteur Corbin et l'agent Suarez se rendirent au pénitencier pour mener l'interrogatoire. Moral était un trafiquant de niveau intermédiaire, pas un patron. Mais il travaillait pour l'organisation depuis des années. Il était nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule, même dans la salle d'interrogatoire sécurisée. Malgré tout, il a raconté toute la tragédie des derniers mois de Garrett Crawford. Il confirma que Garrett, désespéré de sauver son ranch, avait conclu un pacte avec le diable. Un cartel local, à la recherche d'un point de transit discret pour les cargaisons traversant la frontière, l'avait contacté. Le ranch Crawford était parfait, isolé, vaste et possédé par un homme en grande difficulté financière. L'accord était simple.
Garrett leur permettrait d'utiliser un coin de sa grande grange isolée comme entrepôt temporaire. En échange, ils recevraient des versements réguliers en espèces. Selon Morale, Garrett était réticent à participer, rongé par la culpabilité, mais ne voyant aucun autre moyen d'éviter la saisie et la perte de l'héritage familial. Pendant un temps, l'arrangement fonctionna. Les paiements arrivèrent et Garrett réussit à satisfaire la banque. Mais les ambitions du cartel grandirent. Le chef de la cellule, un homme impitoyable connu sous le nom d'El Martillo, le marteau, décida d'étendre ses activités, passant du trafic de drogue au trafic d'êtres humains, un secteur plus lucratif. Il informa Garrett que la grange servirait désormais à enfermer les personnes, principalement des femmes et des enfants, qui étaient transférées vers le nord. Garrett Crawford ne franchirait pas cette limite. Il était père. L'idée que ces personnes vulnérables soient retenues comme du bétail dans sa propre grange l'horrifiait. Il refusa. Il annonça à l'agent du cartel que l'accord était rompu et qu'il voulait les expulser de ses terres. Il a commis une erreur fatale. Il a menacé d'aller voir la police. Il ne l'a jamais fait, a expliqué Morale. Mais la menace a suffi. Dans leur monde, pas besoin d'être un mouchard. Il suffisait d'y penser. El Martillo ne pouvait pas risquer un témoin aussi bien informé de son opération. Morale raconta la nuit où Garrett fut enlevé. Il n'y eut pas de bagarre dans la grange. Deux hommes l'attendirent simplement, l'attrapèrent et le forcèrent à monter dans un véhicule. Ils ne le tuèrent pas immédiatement. Ils l'emmenèrent dans une maison isolée et abandonnée, de l'autre côté de la frontière du comté. Pendant plusieurs jours, ils le torturèrent. Leur but n'était pas seulement de le punir. Il s'agissait de l'obliger à signer l'acte de propriété de son ranch, cédé à une société écran qu'il contrôlait. Il voulait ces terres son héritage comme prix ultime de sa résistance. Mais Garrett refusa de signer. Il refusa de leur céder sa maison. Lorsqu'il devint clair qu'il ne céderait pas, El Martillo donna l'ordre. Après l'avoir tué, ils se débarrassèrent de son corps dans un endroit qui, selon Morale, ne serait jamais retrouvé. L'enterrement sophistiqué de ses vêtements était un acte distinct et calculé. C'était une tombe symbolique, une véritable performance artistique narcotique. Elle servait deux objectifs, une ultime insulte dégradante à l'homme qui les avait défiés, le qualifiant de mouchard pour l'éternité, et un message glaçant et sans équivoque adressé à tous les autres membres de leur réseau, tel est le prix de la moralité. Tel est le sort de ceux qui disent non. Les aveux d'Hector Morale dressaient un tableau saisissant et terrifiant des derniers jours de Garrett Crawford. Ils apportaient des réponses, un contexte et un mobile clair pour un crime qui avait déconcerté les enquêteurs pendant 4 ans. Les pièces du puzzle, le désespoir financier, le chèque non encaissé, l'enterrement étrange s'assemblaient en un récit cohérent et tragique. Pour les enquêteurs, ce fut un moment de profonde lucidité. Pour la famille de Garrett, ce fut la confirmation de leurs craintes les plus profondes et de leurs convictions les plus profondes. Cependant, cette histoire n'offrait aucune issue juridique. Le témoignage de l'informateur, bien que convaincant, n'était finalement que la parole d'un condamné cherchant à obtenir une réduction de peine. C'était une piste convaincante, mais insuffisante pour obtenir une condamnation devant un tribunal. Le principal obstacle résidait dans l'absence du corps de Garrett Crawford. Sans lui, il n'y avait aucune preuve matérielle pour corroborer le récit de Morale, pas de balistique, pas d'ADN, pas de scène de crime à analyser. Le meurtre de Garrett Crawford restait, aux yeux de la loi, une théorie. De plus, le principal artisan du crime, connu sous le nom d'El Martillo, s'était révélé aussi insaisissable qu'un fantôme. Les agents fédéraux ont découvert qu'il s'était enfui au Mexique peu après l'incident de Crawford, sentant probablement que l'opération était compromise. Il avait disparu dans le vaste monde opaque du cartel de Sinaloa, hors de portée de la justice américaine. Les autres hommes impliqués, connus de Morale uniquement par leur surnom, étaient introuvables. L'affaire avait été résolue en principe, mais elle restait ouverte et non poursuivie dans les archives, un dossier permanent conservé dans le cabinet de l'inspecteur Corbin, qu'il a transmis à son successeur lors de sa retraite. L'enquête ne fut pourtant pas sans conséquences. Les informations fournies par Morale,
combinés aux pistes financières découvertes par l'équipe de Corbin, donnèrent aux agences fédérales un point d'appui crucial. Elles lancèrent une enquête plus vaste, impliquant plusieurs agences, sur les activités du cartel dans la région. Au cours des 2 années suivantes, les renseignements recueillis dans l'affaire Crawford donnèrent lieu à une série d'arrestations et de saisies ciblées. La cellule qui avait exploité le désespoir de Garrett fut systématiquement démantelée, son réseau perturbé et ses opérations paralysées. Si les assassins de Garrett Crawford n'ont jamais été jugés pour ce crime précis, l'organisation pour laquelle il travaillait était anéantie. Son sacrifice involontaire avait, d'une certaine manière, empêché d'innombrables autres victimes potentielles de se retrouver prises dans le même piège. Pour la famille Crawford, la vérité était une forme amère de paix, l'incertitude angoissante qui les avait hantés pendant des années avait fait place à une sombre compréhension. Sarah et Ben apprirent enfin que Garrett n'avait pas été victime de sa propre faiblesse, qu'il avait fui ses responsabilités. C'était un homme qui avait commis une terrible erreur dans un moment de profond désespoir, mais qui, confronté au mal véritable, avait trouvé une limite à ne pas franchir. Il était mort non pas par faiblesse, mais parce qu'il était, au fond, un homme de principe. Il avait refusé que le foyer familial devienne une cage pour les innocents, et il en a payé le prix fort. Le ranch pour lequel il s'était embattu, la terre qui constituait son identité même, fut finalement perdu. L'argent de la vente initiale n'avait fait que retarder l'inévitable. Sans Garrett, et avec le fardeau émotionnel et financier des années précédentes, Sarah et Ben ne pouvaient plus le maintenir. Morceau par morceau, les terres restantes furent vendues à des promoteurs et à de plus grands consortiums agricoles. La vieille grange, où Garrett avait été vu pour la dernière fois, fut finalement démolie et remplacée par un pivot d'irrigation moderne. L'héritage des Crawford, mesuré en terre et en bétail, était terminé.